tout le monde, c'est Secret Ninja et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la mort des étoiles. J'ai vu que ça vous avait assez plu, la vidéo d'astronomie que j'ai fait, donc sur les 8 fins de l'humanité les plus violentes. En plus, perso j'adore l'astronomie, donc je vais continuer les vidéos sur ça. Alors, je voulais vous remercier déjà, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de vues que d'habitude. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si jamais vous voulez que je parle d'un sujet sur l'espace. Vous me le dites. Déjà je connais des choses et puis je peux me renseigner et en parler comme ça. Donc, on va commencer tout de suite. La mort des étoiles. Les rêveurs d'Apocalypse, mages, astrologues, prophètes, poètes et écrivains ont envisagé toutes les formes de mort céleste. Choc, désintégration, glaciation, déluge, explosion, embrasement. Ils ont en outre spéculé sur l'ampleur de la catastrophe. S'agit-il d'une fin totale ou seulement de catastrophes limitées? D'une mort définitive ou préludant à une renaissance? Les données de l'astrophysique moderne sont venues enrichir ces données de l'imaginaire. Au contraire des astrologues, les astrophysiciens ont accoutumé à survoler de très haut les destinées terrestres. Pour eux qui traitent non pas des individus et des sociétés, mais des étoiles et du cosmos, la perspective change du tout au tout. Et c'est avec l'excitation de la découverte qu'ils s'emploient à décrire les apocalypses célestes selon les degrés ascendants. La combustion de notre planète Terre, l'extinction du Soleil, l'explosion des étoiles, la désagrégation de notre galaxie et enfin le refroidissement final de l'univers tout entier. Ce type de projection dans le futur permet d'éprouver la puissance prédictive des modèles. D'ordinaire, les astrophysiciens convient leurs auditeurs à un voyage dans le passé. L'information électromagnétique qui nous parvient de lointaines régions de l'espace nous renseigne sur l'histoire passée de l'univers et des astres qu'il contient. Mais au XXe siècle, les remarquables progrès de l'astrophysique et de la cosmologie ont permis d'établir des modèles généraux. L'évolution des corps célestes aussi bien à l'échelle des systèmes planétaires, stellaires et galactiques qu'à celle du cosmos. Maintenant, on va parler du chapitre La mort des étoiles, mais elles-mêmes. Les modèles d'évolution stellaire se sont développés à partir des années 1930. Dès lors que la source d'énergie interne des étoiles, l'énergie nucléaire, était identifiée, les nouvelles apocalypses célestes, imaginées par la science astrophysique et confirmées par l'observation, engendrent toujours mort et renaissance. En résumé, à la fin de leur vie de lumière, quand les réactions thermonucléaires s'éteignent, le cœur d'une étoile s'effondre sous sa propre gravité et forme un résidu compact, tandis que l'enveloppe gazeuse est éjectée dans l'espace. Les débris gazeux ensemencent en noyaux atomiques lourds les espaces interstellaires, engendrant de proche en proche de nouvelles naissances stellaires qui accueillent en leur sein les ferments d'étoiles disparues. Cette belle image du bûcher fécond rappelle certains mythes anciens tels que celui de l'Epchirosis. Quant au résidu central, il enfante un cadavre stellaire. Naine blanche, étoile à neutrons ou trou noir. Ces astres, sombres mais eux aussi promis, sous certaines conditions, à métamorphoser et résurrection passagère, sont amenés à jouer un rôle capital dans l'évolution du cosmos à très long terme. 3 cas sont possibles. Pour les étoiles moins massives que 10 masses solaires, environ 90% des étoiles, l'enveloppe gazeuse se dissout en une nébuleuse planétaire et le cœur forme un résidu compact appelé naine blanche. Deuxième cas, pour les étoiles de masse initiale comprise entre 10 et 40 fois masse solaire, environ
9,9% des étoiles, il y a une explosion violente de l'enveloppe, appelée supernova, et formation au centre d'une étoile à neutrons. Les étoiles au-dessus de 40 masses solaires, environ seulement 0,1% des étoiles, explosent en hypernova et forment un trou noir. C'est ce qui se trouve par exemple au centre des galaxies, donc ça c'est les trous noirs galactiques, et il y a aussi les trous noirs stellaires. Donc il y en a deux types, n'hésitez pas à retenir, ça pourrait être pas mal. Avant d'examiner tour à tour chacune de ces trois possibilités plus en détail, commençons par rappeler les processus essentiels de l'évolution stellaire. Nous savons qu'une étoile est une sphère de gaz chaud dont la cohésion résulte de l'attraction gravitationnelle qui tend à rapprocher le plus possible les particules les unes des autres. L'étoile ne s'effondre pas sur elle-même car partout la pression du gaz équilibre l'action de la gravité. Pour que cet équilibre soit stable, il faut que la pression augmente régulièrement avec la profondeur, de sorte que chaque couche pesante soit en équilibre entre une couche plus comprimée et une couche qui l'est moins. Ainsi, la matière stellaire, comprimée par la masse des couches qui la surplombent, est d'autant plus chaude que sa profondeur est grande. Selon les étoiles, la température centrale varie d'une dizaine de millions de quelques centaines de degrés, alors que la surface atteint des températures comprises entre des milliers et des dizaines de milliers de degrés. Ce déséquilibre de température engendre un transfert d'énergie qui prélève l'excès d'énergie thermique de la région chaude pour le céder à la région froide. Froide, mais fait plusieurs milliers de degrés, c'est quand même plus chaud qu'un four. Bien plus chaud. Mais bon, allez, on reprend. Cette évolution, qui tend normalement à uniformiser la température, est tenue en échec par le jeu de la gravité de l'étoile qui accentue les différences de température, d'autant plus que le transport d'énergie du centre vers la surface est plus grand. En surface, ce flux d'énergie s'échappe puis se dilue sous forme de rayonnement. L'étoile brille. Pendant la majeure partie de son évolution, l'étoile s'accommode de cette hémorragie d'énergie en puisant dans ses ressources d'énergie nucléaire. Dans les régions centrales, plus denses et plus chaudes, des réactions de fusion transforment des noyaux légers, comme l'hydrogène, en noyaux plus lourds, comme l'hélium, et libèrent de l'énergie qui compense celle qui s'échappe de la surface. L'épuisement des ressources nucléaires déclenche la contraction gravitationnelle du cœur de l'étoile. Et l'échauffement qui en résulte permet le démarrage d'un nouveau cycle de fusion qui brûle les cendres du précédent. Corrélativement, l'enveloppe stellaire se dilate et l'étoile entre la phase de géante rouge, le Soleil atteindra ce stade dans quelques 5 milliards d'années. On en a déjà parlé la dernière fois, mais là, on va apporter plus de précision. Après la combustion de l'hélium en couche, de nouvelles réactions nucléaires se déclenchent au cœur de l'étoile et celle-ci connaît une phase d'instabilité dont l'issue est liée à sa masse. Nébuleuse planétaire et naine blanche. Pour les étoiles les plus communes, comme notre Soleil, les réactions nucléaires s'arrêtent quand le carbone et l'oxygène sont formés. Le cœur de l'étoile se contracte lentement sous l'effet de la gravité. Au bout d'environ 100 000 ans, il forme une naine blanche, étoile de très petits rayons de l'ordre de celui de la Terre. Mais pour une masse voisine de celle du Soleil, ce qui lui confère une densité très élevée, de l'ordre de la tonne par centimètre cube, la matière y est dégénérée, c'est-à-dire réduite à un gaz de particules où la pression usuelle due à l'agitation thermique est négligeable devant la pression d'origine quantique. En se refroidissant, la naine blanche devient noire, donc une naine noire. C'est logique, même s'il n'y en a pas encore parce que le Big Bang, c'est pas fait il y a si longtemps, enfin quelques milliards d'années seulement, ce qui ne suffit pas pour avoir des naines noires. Donc c'est pas suffisant, mais un jour on pense qu'il y en aura. Voilà. Étant composée essentiellement de carbone cristallisé, la naine noire finit par se transformer en diamant.
Mais le processus est si lent qu'aucune naine noire ne s'est encore formée depuis la naissance de l'univers voici 15 milliards d'années. Alors que l'on observe déjà de très nombreuses naines blanches. Donc, ce que je vous avais dit. Quant au vestige gazeux de l'étoile, c'est une coquille de gaz en expansion qui se dilue dans le milieu interstellaire. Son apparence, en forme d'anneau entourant un objet central brillant, lui vaut appelant de nébuleuse planétaire. Bien que le phénomène n'ait rien à voir avec les planètes, cette nébuleuse enrichie en carbone et en oxygène peut être recyclée dans d'autres étoiles qui naîtront ultérieurement. Supernova et étoiles à neutrons. Les étoiles dont la masse est supérieure à environ 10 fois celle de notre Soleil entretiennent la fusion de l'hydrogène en hélium pendant environ 20 millions d'années. Nettement moins qu'une étoile comme le Soleil dont la durée de vie se compte en milliards d'années. À la fin de cette période, l'épuisement de l'hydrogène au cœur de l'étoile déclenche une contraction gravitationnelle qui ne s'arrêtera que lorsque la température est suffisamment élevée pour amorcer la fusion de l'hélium en carbone et en oxygène. Notons que l'hydrogène continue sa fusion dans une couche entourant le cœur. Après environ 1 million d'années, l'hélium s'épuise à son tour et la contraction du cœur permet la fusion du carbone en néon, sodium et magnésium qui durera 10 000 ans. Donc pour ceux qui connaissent le tableau périodique des éléments, ou en tout cas les premières lignes, vous saurez de quoi je veux parler. Donc c'est les atomes de plus en plus lourds. Suivront ensuite la fusion du néon en oxygène et magnésium, qui durera à peu près 12 ans. Donc très court. Hein. Puis la fusion de l'oxygène en silicium et soufre pendant 4 ans. Et finalement, une semaine suffit à transformer le silicium en fer. La durée des phases successives s'amenuise car l'élévation de température accélère le rythme des réactions. Entre-temps, l'étoile s'est dilatée en une supergéante rouge dont le rayon atteint plusieurs milliards de kilomètres. Les réactions nucléaires s'arrêtent quand le cœur de l'étoile s'est transformé en fer. À l'arrivée au fer, l'évolution de l'étoile s'engage dans une voie radicalement nouvelle car ce noyau atomique est énergiquement stérile. L'apparition du fer marque le début d'un processus qui aboutit à la destruction de l'étoile. Une fois le silicium épuisé, la contraction du cœur reprend puisque aucune nouvelle réaction ne vient compenser l'hémorragie permanente que subit l'étoile. Mais cette fois, la température est si forte, égale à quelques milliards de degrés, que les photons de lumière très énergétiques peuvent briser les noyaux de fer. Cette disparition d'énergie radiative précipite l'effondrement du cœur, attisé par la capture des électrons par les noyaux qui transforment les protons en neutrons. Cette réaction nucléaire s'accompagne d'une émission de particules qui interagissent très faiblement avec la matière, les neutrinos. Ceux-ci s'échappent de l'étoile en emportant la phénoménale quantité d'énergie potentielle gravitationnelle dégagée par la contraction. En quelques dixièmes de seconde, la matière atteint l'incroyable densité d'1 milliard de tonnes par centimètre cube, l'équivalent de la pression d'une petite montagne dans un dé à coudre. Le cœur de l'étoile, désormais constitué de neutrons, se réduit à une petite sphère d'une dizaine de kilomètres de diamètre. Une étoile à neutrons vient de se former. Le reste de l'étoile, en effondrement, vient s'écraser sur la surface rigide de l'étoile à neutrons à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. La violente compression qui en résulte produit une onde de choc qui remonte à travers les couches externes de l'étoile. Son passage chauffe la matière à des températures supérieures aux milliards de degrés et provoque des réactions de fusion qui produisent des éléments lourds, notamment du nickel et du cobalt radioactif qui plus tard se désintégreront en fer. Quand l'onde de choc atteint la surface de l'étoile, la température s'élève brutalement et l'étoile entière explose à des vitesses pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Cet événement explosif appelé supernova de type 2 marque la mort d'une étoile massive et son influence sur le milieu interstellaire se fera sentir pendant des millions d'années. Notons
qu'il existe également des supernovas de type 1, résultant de l'évolution d'un système d'étoiles doubles dont l'une des composantes est une naine blanche à la surface de laquelle une couche de gaz comprimé explose. L'explosion d'une supernova est cataclysmique. Pendant quelques temps, la supernova a une luminosité extraordinaire dans le spectre visible qui rivalise avec celle d'une galaxie entière. Et encore, cette partie visible ne représente que la 10 millième partie de l'énergie emportée par les fantomatiques particules que sont les neutrinos. Le phénomène est cependant rare, en moyenne 3 par siècle dans une galaxie. Près de chez nous, la supernova du Crabe a été observée par les Chinois en l'an 1054 et nous montre encore aujourd'hui une splendide nébuleuse en expansion. Véritable bombe thermonucléaire dans l'espace. Le vestige gazeux de la supernova agit comme un bulldozer en entrant en collision avec les nuages de gaz du milieu interstellaire et en déclenchant de nouvelles naissances stellaires, et comme un fécondateur en apportant tous les éléments chimiques qu'elle a formés. Nous sommes donc faits de poussière d'étoiles, puisque tous les éléments qui nous composent, à l'exception de l'hydrogène, ont été formés dans des étoiles disparues depuis plus de 5 milliards d'années. Le cadavre de la supernova, l'étoile à neutrons, est une sorte de noyau atomique géant, parce que les protons qui le composent se sont compactés entre eux en désintégrant leurs électrons. La densité est gigantesque. Quelques masses solaires concentrées dans une sphère de 15 km de diamètre correspondant à 1 milliard de tonnes par centimètre cube. Ce type de matière neutronique dégénérée n'existe pas sur Terre. Certaines étoiles à neutrons se manifestent à l'observation sous forme de pulsars, par deux raisons. Tout d'abord, le moment angulaire étant conservé, la vitesse de rotation s'accélère quand l'étoile se contracte, à l'exemple de la patineuse qui tourne sur elle-même en repliant ses bras. L'étoile à neutrons peut ainsi tourner jusqu'à plusieurs centaines de fois par seconde, sachant que nous on tourne une fois par jour, quand même. Ensuite, son champ magnétique augmente aussi plusieurs milliards de fois. Au-dessus des pôles magnétiques de l'étoile, les lignes de champ intense capturent alors les particules électrisées et les font rayonner dans le domaine radio. L'étoile se comporte comme un phare cosmique. Nos radiotélescopes le captent chaque fois que le faisceau du phare passe dans l'axe de la Terre. À cause de cette... Désolé, mais à cause d'un bug, la fin n'a pu être enregistrée. Mais il ne restait pas grand chose de toute façon. Juste pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, et à commenter sur un nouveau sujet sur lequel je pourrais parler dans une prochaine vidéo. Et, pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. A plus dans une prochaine vidéo. Zombie Apocalypse.